Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je commencerai par vous poser une question. D'après vous, quel est le point commun entre Charles d'Angleterre, l'actuel prince de Galles et premier fils d'Élisabeth II, et le grand dauphin, aîné de Louis XIV, qui vécut plus de 3 siècles avant lui? Avez-vous une idée? Non? Eh bien voilà la réponse. C'est d'avoir été les 2 héritiers du trône les mieux préparés de l'histoire des monarchies européennes. Et pour cause, Charles vient d'avoir 73 ans, mais il n'est toujours pas roi puisque sa maman règne depuis près de 70 ans. Quant au grand dauphin, il a connu, pour ne pas dire enduré, le plus long delphinat de l'histoire de France. Il a passé 49 ans écrasé par un père tout-puissant. Qui fut cet homme condamné à passer sa vie dans l'ombre du roi Soleil? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode, exceptionnellement en une seule partie. L'ennui se lit sur son visage. « Oh, ce conseil du roi, quelle barbe !» songe-t-il sans doute en son fort intérieur. Quelle idée a eu le roi, son père, de le convier à assister au conseil? Il faut dire qu'il a maintenant 30 ans. Il serait peut-être temps de l'associer un peu aux affaires du royaume. Seulement voilà, il s'y ennuie à mourir. Il n'ose jamais poser de questions de peur de se faire rabrouer par son père, ni ne donne jamais son sentiment sur rien. À ce sujet, écoutons l'écrivain André Castelot. Le conseil terminé, il demeurait assis de longues heures en tapotant le bout de ses souliers du bout de sa canne. Et plus loin, il ajoute « L'état de nullité où le maintenait Louis XIV fut sa seule excuse. » On peut aisément l'imaginer. Il ne devait pas être facile tous les jours d'être le fils aîné de Louis XIV, monarque à la très forte personnalité, brillant, munificent, mais jaloux de son pouvoir, égocentrique et passablement mégalomane. D'autant que le roi Soleil, jouissant d'une santé de fer, allait connaître le règne le plus long de toute l'histoire de la monarchie française. 54 ans de règne entre 1661 et 1715. Pendant tout ce temps, Louis de France, son fils aîné, dit Monseigneur ou le grand dauphin, écrasé par ce père tout-puissant, allait devoir ronger son frein et endurer le plus long delphinat de l'histoire de France, 49 ans dans l'ombre du roi Soleil, pouvait difficilement produire autre chose qu'un successeur bien palichon. Le 1er novembre 1661, dès que son fils voit le jour, Louis XIV informe les souverains européens de l'heureuse naissance d'un autre lui-même. Pauvre dauphin, à peine né et déjà bon pour le divan. À son sujet, nous ne disposons que d'informations très parcellaires, car lorsqu'il sera emporté à 49 ans par la variole, le 14 avril 1711, Louis XIV brûlera la plupart de ses papiers. Tout comme il avait disposé de la vie de son fils, il disposait maintenant de sa mort et surtout de sa postérité en détruisant quasiment toute trace de lui. Ni son père, ni personne ne porta jamais grand intérêt à Louis de France. Peut-être même pas lui-même, car la modestie de ses lettres montre que ce pauvre garçon ne se prenait pas en grande considération. Lorsqu'il a 7 ans, on croit lui donner le meilleur gouverneur du moment en confiant son éducation à un certain Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, ancien soldat, intègre, mais bien trop sévère, dont on pense d'ailleurs qu'il servit de modèle au personnage d'Alceste dans le Misanthrope de Molière. Joyeuse compagnie qu'un tel triste sire pour un petit garçon. Si l'enfant oublie un mot de sa prière du soir, M. de Montausier se jette sur lui à coups de poing de toute sa force. Et tout est à l'avenant dans sa pédagogie faite de férules et d'étrivières. À ce train-là, le prince malmené ne voudra bientôt plus rien savoir, refusera d'apprendre, s'entêtera, se butera et deviendra muet et sans manière. Timide, d'un tempérament doux et lymphatique, il ne sait que balbutier lorsqu'il est mis en présence de son père, qu'il écrase comme il écrase tout son entourage. L'éducation par trop rigide qui lui est dispensée l'empêche de s'épanouir. Alors, les années passant, Monseigneur le grand dauphin se remplit goulûment
mange tant et plus, prenant avec les années une indolence propre à l'adolescent obèse qu'il est devenu avec le temps. Dans ses mémoires, Saint-Simon étrille littéralement le malheureux dauphin. De caractère, il n'en avait aucun. Du sens, assez, sans aucune sorte d'esprit. De l'opiniâtreté sans mesure et un tissu de petitesse arrangée qui formait tout le tissu de sa vie. D'où, par paresse et par une sorte de stupidité, Monseigneur était sans vice ni vertu, sans lumière ni connaissance quelconque, radicalement incapable d'en acquérir, très paresseux, sans imagination ni production, sans goût, sans choix, sans discernement, né pour l'ennui qu'il communiquait aux autres, et pour être une boule roulante au hasard par l'impulsion d'autrui, opiniâtre et petit en tout à l'excès. Absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres, sans avoir aucune volonté de mal faire, il eût été un roi pernicieux. Infortuné dauphin, il constitue une proie facile pour un Saint-Simon que l'on a rarement vu aussi impitoyable. Mais la barque est trop chargée pour ce bon gros garçon, quand les vrais coupables de sa mollesse et de sa bêtise ne sont autres que le duc de Montausier et le roi lui-même. Loti d'un père tout-puissant, écrasant, et d'un gouverneur qui le morigène sans cesse et le moleste à l'occasion, comment Louis de France aurait-il pu être bien dans sa peau ? Montausier aura beau lui donner d'exceptionnels éducateurs, comme le grand Bossuet, rien n'y fera. Le grand dauphin semble avoir un esprit médiocre et ne manifeste aucun goût ni pour la lecture ni pour l'étude. Toute sa vie, le grand dauphin va vivre dans la dépendance de son père. Il n'a le droit ni de s'exprimer, ni d'aller et venir comme bon lui semble. Trop proche du trône, il ne peut prétendre à aucun emploi, alors que ses demi-frères sont grands maîtres de l'artillerie ou amiral de France. Lui-même n'aura jamais aucune fonction précise, ni aucun rôle à jouer. Il ne peut distribuer aucune charge, ni aucun privilège, et toutes ses dépenses sont contrôlées. De plus, il ne possède aucun bien en propre. Il se croit bien propriétaire à Meudon d'un domaine qu'il passera des années à faire embellir, mais un beau jour, son père décide de le récupérer. Finalement, il se ravise et partage le domaine en question entre ses petits-fils, une façon de reconnaître que son propre fils possède tout de même bien un petit quelque chose à lui. Mais en dernière analyse, c'est bien lui et lui seul qui a la haute main sur ce que son fils croyait naïvement détenir en propre. Ce fils devait pourtant bien avoir quelques qualités. Certes, des qualités de cœur, bonté, indulgence et patience, autant de vertus qui le firent aimer du peuple, mais n'étaient pas de nature à émouvoir son père, car ce ne sont pas là les mérites qui font un grand roi. Il est cependant un point, un seul, sur lequel Louis XIV reconnaît son fils dans ce gros nounours emprunté. Comme lui, le dauphin aime les femmes, et comme lui, il est coureur de jupons. Après la mort de son épouse, Marie-Victoire de Bavière, le dauphin se lie avec une certaine Émilie de Joly de Chouin, dame d'honneur de la princesse de Conti. La princesse de Conti est la fille légitimée du roi avec mademoiselle de Lavallière. Joly de Chouin. La demoiselle portait bien mal son nom, puisqu'au dire de Saint-Simon, elle était la femme la plus laide de la cour. La princesse palatine en brosse un portrait sans appel. Petite, avec de courtes jambes, un visage rond, un nez court et relevé, une grande bouche remplie de dents pourries qui répandaient une telle puanteur qu'on pouvait la sentir à l'autre bout de la chambre. Et Saint-Simon d'en remettre une couche. C'était une grosse fille écrasée, brune, laide, camarde, avec de l'esprit et un esprit d'intrigue et de manège. Je rappelle au passage que camarde signifie qui a le nez plat. Et si l'on appelle la mort la camarde, c'est parce qu'un squelette n'a pas de nez. D'où la chanson de Brassens, la camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez. Bon. Eh bien, malgré tout cela, voir la Chouin, son surnom à la cour, était la seule chose qui parvenait à faire sortir le grand dauphin de sa torpeur. Louis XIV était opposé à cette liaison parce qu'il trouvait la Chouin hideuse et qu'il ne digérait pas que son fils s'amourache d'un tel laidron. Indigné par cette injuste immiscion paternelle dans son intimité, le grand dauphin
osa aller lui parler en face pour la première fois de sa vie et lui désobéir, puisque toujours selon Saint-Simon, il épousa secrètement sa bien-aimée Chouin vers 1695. Voilà d'ailleurs un autre point commun entre le grand dauphin Louis et Charles d'Angleterre. Outre qu'ils attendirent ou attendent toujours pour Charles au pied du trône, s'être retrouvés veufs et avoir pu épouser la femme qu'ils aimaient, quoi qu'en pensent leurs parents. Pourquoi un tel déchaînement contre la Chouin ? De sa laideur, la malheureuse n'était-elle pas plus à plaindre qu'à blâmer ? En réalité, nul ne se serait soucié d'elle si elle n'avait pas été le béguin du grand dauphin. Aux yeux de tous, Émilie est la presque reine. En attendant le jour triomphal où son amant deviendra roi, elle vit au château de Meudon, aménagé royalement à son intention. Elle y est entourée d'une cour de flatteurs, des happy few qui entre eux se baptisent les parvulots, du latin parvulum, en gros en petit comité. Ce sont des amis choisis qui font à la Chouin une cour assidue. Elle ne bouge de son fauteuil pour personne, écrit Saint-Simon, et l'on reste respectueusement debout auprès d'elle. Il ajoute : Toutes les batteries pour le futur étaient dressées et pointées sur elle. Hélas, son amant, ou mari, meurt de la petite vérole avant ses 50 ans le 14 avril 1711. Madame de Maintenon a raconté qu'à la mort du grand dauphin, comme Louis XIV se lamentait sur l'injuste disparition de tant de ses proches, considérant qu'il s'agissait là d'une affaire entre Dieu et lui, elle lui fit remarquer que le roi était si habitué à ce que l'on vécût pour lui qu'il n'imaginait pas que l'on pût mourir pour soi. Louis XIV est sans doute attristé, mais son chagrin est adouci par la présence auprès de lui de son petit-fils, le duc de Bourgogne, bien plus brillant que ne l'était son défunt père. Quand celui-ci mourra à son tour, le vieux roi en sera beaucoup plus attristé que de la mort de son propre fils. Quant à la Chouin, l'ex-future reine, elle s'installe rue Saint-Antoine à Paris et meurt en avril 1732, soit 21 ans presque jour pour jour après le grand dauphin. Ainsi s'éteignait la presque reine que ses plus fervents parvoulots avaient depuis belle lurette passé par pertes et profits. Repose en paix, brave Louis de France. On espère qu'au ciel tu as retrouvé la compagnie bienveillante de tes semblables, ces malheureux princes héritiers qui vécurent sous le joug de trop grands rois auxquels ils ne succédèrent jamais. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis l'auteur de l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un nouveau récit, Au cœur de l'histoire.